La Côte d'Ivoire plongée dans le deuil. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé après un malaise en plein Conseil des ministres. Il était le candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. Les marchés et les épiceries ont rouvert au Soudan. La reprise des activités intervient après une baisse du nombre de personnes contaminées au coronavirus, une pandémie qui sévit à travers le monde. Et puis, au Japon, des pluies torrentielles s'abattent dans le sud-ouest du pays. Les autorités dénombrent au moins 58 morts dans les inondations et les glissements de terrain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La nouvelle a plongé la Côte d'Ivoire dans le deuil. Amadou Gon Coulibaly, AGC, est décédé. Le Premier ministre et candidat désigné du RHDP participait au Conseil des ministres quand il a fait un malaise. Il a été aussitôt évacué dans une clinique privée où il est mort. Amadou Gon Coulibaly devrait représenter le parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP à la présidentielle du 31 octobre prochain. Amadou Gon Coulibaly est rentré en Côte d'Ivoire. C'était le 2 juillet 2020. Après 2 mois de convalescence en France pour des problèmes cardiaques, sa santé était fragile depuis sa greffe du cœur en 2012. Il avait repris le travail lundi 6 juillet dernier sous un accueil chaleureux de ses collaborateurs. On reste toujours en Côte d'Ivoire où le processus de révision annuelle de la liste électorale vient de s'achever. Une étape importante à moins de 4 mois de la présidentielle fixée au 31 octobre 2020. Les détails. La QV 2020 du processus de révision annuelle de la liste électorale vient de s'achever en Côte d'Ivoire et elle serait particulièrement fructueuse. Plus de millions de nouveaux inscrits sur des listes qui comptaient avant la révision plus de 6,5 millions d'électeurs, signe d'un engouement en vue de prochaines échéances électorales. La révision annuelle de la liste électorale aura donc drainé plus de nouveaux inscrits qu'attendu, et ce malgré la pandémie et les inondations. Si potentiellement 5 millions de personnes, c'est-à-dire le nombre estimé d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas inscrits sur les listes, pouvaient venir s'enrôler, les responsables de la commission électorale disaient tabler sur 200 ou 300 000. Or, environ 1,1 million de personnes seraient venues s'inscrire, bénéficiant de 2 prolongations de 12 jours au total accordées à la demande de tous les partis. 4 mois de la présidentielle, les états-majors politiques ont fait feu de tout bois pour pousser leurs sympathisants à s'inscrire, y compris le FPI pro-Gbagbo qui boycottait les élections depuis 2011 et entend bien cette année peser dans les urnes. Les statistiques détaillées de la commission électorale permettront de dire dans quelle région ces appels de partis ont été le plus entendus et au sein de quelle tranche d'âge. La liste va maintenant être traitée, expurgée de ces doublons ou des personnes décédées. Par exemple, la liste provisoire sera publiée au plus tard le 1er août. S'ouvrira alors une période de contentieux avant la publication définitive en septembre. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz a refusé la lettre de convocation pour ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Un refus qui laisse supposer qu'il ne s'y rendra pas. La commission d'enquête a écrit donc il y a quelques jours à l'ex-chef d'État pour qu'il se présente devant elle, constituée en janvier dernier. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a refusé d'accuser réception de la lettre qui le convoque ce jeudi devant une commission d'enquête parlementaire. Cette dernière, mise sur pied au mois de janvier dernier, a pour mission de faire la lumière sur plusieurs dossiers emblématiques des années passées au pouvoir par l'ancien chef de l'État. Parmi ces dossiers figurent la gestion des revenus pétroliers, la vente des domaines de l'État à Nouakchott, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires ou encore les activités d'une société chinoise de pêche. La convocation de Mohamed Ould Abdelaziz s'apparente à une manifestation supplémentaire d'un début de disgrâce sous l'actuel président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani que l'ex-président avait désigné comme son dauphin. Face à ce refus opposé par l'ancien président, la commission ne dispose pas d'assez de pouvoir pour le faire venir de force selon des constitutionnalistes. La commission doit désormais clôturer le dossier et rendre compte à l'Assemblée nationale qui doit voter une résolution soit pour laisser tomber l'affaire, soit pour le faire mettre en accusation pour son jugement par la Haute Cour
de justice. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a affirmé que les violences de la semaine dernière dans son pays ne le détourneraient pas de ses objectifs. Parmi ceux-ci, celui de commencer à remplir ce mois-ci le réservoir du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. La pire flambée de violence depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en 2018 a éclaté la semaine passée à Addis Abeba et dans la région Oromia qui l'enserre, faisant 239 morts selon la police éthiopienne. Ces personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires et dans des heurts entre manifestants et policiers, déclenchés par le meurtre du très populaire chanteur Hachalu Hundessa, porte-drapeau de l'ethnie Oromo, abattu par des inconnus le 29 juin dernier dans la capitale. Abiy Ahmed avait déjà dénoncé vendredi des tentatives coordonnées de déstabiliser le pays, sans dire qui, selon lui, était impliqué. Ce mardi, il est allé plus loin encore en suggérant que cet épisode avait été planifié avec l'intention de retarder le remplissage du barrage. Après la mort de Hachalu, de fausses informations ont été diffusées dans le but de détourner l'attention du gouvernement éthiopien du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Si l'Éthiopie devient la Syrie, si l'Éthiopie devient la Libye, tout le monde est perdant. Si l'Éthiopie ne remplit pas le barrage, cela signifie que l'Éthiopie a accepté de détruire le barrage. L'Éthiopie considère le grand barrage de la Renaissance, qui doit devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, avec une capacité de production de plus de 6 000 MW, comme essentiel pour son électrification et son développement. Mais ce projet a provoqué de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan, qui craignent que leur accès à l'eau du Nil n'en soit restreint. L'Éthiopie envisage de commencer à remplir le barrage en juillet, malgré la demande du Caire et de Khartoum qu'un accord soit préalablement trouvé. Les discussions entre les trois pays ont repris la semaine dernière. Le Soudan assouplit les mesures prises dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Ceci après une baisse observée du nombre de personnes contaminées à ce virus. Les marchés et puis les épiceries ont ouvert dans la capitale Khartoum. Dans l'État de Khartoum, le couvre-feu restera en vigueur, mais il a été levé dans le reste du pays, d'après le porte-parole du gouvernement. Le Soudan a en effet décidé d'alléger à partir de mercredi plusieurs restrictions prises pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus. Magasins et restaurants ont été rouverts dans la capitale. Les services administratifs rouvriront progressivement à compter du 19 juillet dans tout le pays. Cependant, les rassemblements demeurent interdits jusqu'à fin août. Les gens ont été très affectés et beaucoup de marchandises ont pourri. Nous avons des loyers élevés à payer en plus de la main-d'œuvre et des dépenses habituelles. La meilleure saison pour les commerçants est normalement le mois de Ramadan, mais les magasins étaient fermés et les commerçants doivent payer les charges de leur poche. Les jours sont longs pour les habitants, les conditions de vie sont difficiles, la population ne peut plus supporter cela. Les gens ont respecté les règles, mais ils ne pourront pas les respecter plus longtemps. L'allègement a été décidé après la baisse du nombre quotidien des cas de contamination depuis 2 semaines. Le bilan officiel de l'épidémie de Covid-19 au Soudan s'élève à 9 997 cas, dont 622 décès. Plus de 50 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison des conséquences économiques provoquées par l'épidémie du nouveau coronavirus. C'est ce qu'a estimé la Banque africaine de développement. Ceci dans un rapport qu'elle a rendu public, c'était en début de semaine. Alors que les prévisions tablaient qu'un tiers des Africains, soit 425 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté avec moins de 1,90 $ par jour en parité de pouvoir d'achat en 2020, l'impact de la pandémie sur les économies africaines devrait largement aggraver la situation. C'est ce qu'a estimé la Banque africaine de développement dans un rapport intitulé « Perspectives économiques en Afrique » rendu public mardi. L'Afrique est, après l'Océanie, le continent le moins touché par la pandémie de Covid-19, avec près de 500 000 cas, dont près de 11 700 morts. Néanmoins, le continent est touché de plein fouet par la crise économique mondiale, entraînée par l'épidémie. Entre 28 et 49,2 millions d'Africains pourraient basculer dans l'extrême pauvreté cette année et l'année prochaine selon les scénarios de base ou pessimistes
de la Banque africaine de développement, suivant la durée et l'ampleur de la récession économique. L'institution africaine de développement basée à Abidjan anticipe une importante récession économique pour le continent, avec une contraction du PIB de 1,7 à 3,4% cette année, soit une perte de 5,6 à 7,3 points par rapport aux prévisions de croissance avant la crise du Covid-19. Selon la Banque africaine de développement, entre 24,6 et 30 millions d'emplois seront perdus cette année. Le centre du Japon continue de subir les affres des pluies torrentielles. Les autorités redoutent au moins 58 morts liés donc aux inondations et glissements de terrain. De vastes zones de Kyushu, la grande île du sud-ouest de l'archipel, avaient été submergées par des pluies torrentielles ayant provoqué de nombreuses inondations et glissements de terrain mortels. Alors que les intempéries se déplaçaient désormais plus au nord, l'agence météorologique japonaise a brièvement placé mercredi en alerte maximale les régions de Gifu et de Nagano, dans le centre montagneux du pays, avant d'abaisser d'un cran le niveau d'alerte. Les recommandations d'évacuation ont été levées mercredi pour plusieurs centaines de milliers d'habitants du pays, mais près de 900 000 personnes étaient encore concernées. L'agence météorologique japonaise prévoit encore du mauvais temps dans une large partie du pays jusqu'à vendredi au moins, avec une probabilité élevée de fortes pluies par endroits. Plus de 80 000 sauveteurs, dont de nombreux membres des forces d'autodéfense japonaises, ont été déployés dans les régions dévastées ces derniers jours. Le bilan risque encore de s'aggraver car une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Les autorités vérifiaient par ailleurs si 6 autres décès constatés étaient liés ou non aux intempéries. La pluie a cessé mercredi sur une grande partie de Kyushu où les habitants ne pouvaient que constater les importants dégâts et faire le deuil des victimes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.